enseignements de Rabbi Akiva. Parce que dans le cas du type qui a volé de 5 personnes, là il dit qu'il faut payer à chacun le voleur. Et tandis qu'ici, avec l'histoire de la mère, j'ai dit que je n'allais pas parler de la mère et le truc, mais tu vois, c'est plus fort que moi. La mère et le fils qui sont morts sous l'effondrement. Là, il a dit qu'on laisse l'argent dans la chazaka où c'était avant. On va pas partager l'argent. L'argent reste où il était. Donc l'héritage de la mère reste chez la mère. Et c'est les héritiers de la mère qui vont prendre. L'héritage du fils reste chez eux. Là, c'est différent. Pourquoi cette différence avec Rabbi Akiva entre les deux cas? On avait dit que dans le cas des 5 voleurs, chacun du voleur qui a volé de 5 personnes, chacun des 5 personnes, il dit « tu as volé de moi ». Et ça s'appelle Bari. Bari, ça veut dire qu'il fait une déclaration de certitude. Certitude, tu m'as volé. C'est pas un doute vis-à-vis de lui. Et le voleur lui dit, le voleur lui-même, il dit. Une certitude de mensonge. C'est pas important. Il a volé à un. Oui. Et les 5, ils affirment une certitude de mensonge. Oui, non, parmi les 5. On peut croire à ça. Là, je m'excuse, mais ça me dérange. Attends une seconde. Il ne faut pas interrompre mon frère. Avant de t'énerver. Avant le matin, tout le matin, il y a 5 personnes, tu as raison, parmi les 5, on a 4 menteurs. Ben oui. Mais chaque personne a tour de rôle, comme on dit, à chacun, il se présente devant le voleur. Il dit, c'est de moi que tu as volé. Maintenant, c'est possible qu'il a raison. C'est possible que la personne maintenant qui est en face de lui, c'est en effet le type duquel il a volé. Ah, il y en a un qui a raison. Il y en a un qui a raison. Alors lui, il dit, je ne sais pas. L'autre, il dit, avec certitude, oui, je te dis que tu sais de moi que tu as volé. Donc, on a le principe Bari Beshema, Bari Adif. Quand il y a un cas de certitude contre un cas de doute, c'est toujours le cas de certitude qui l'emporte sur l'expression de doute. C'est pour ça qu'en ce qui concerne les Israéliens et les Palestiniens, jusqu'à récemment, on était en train de perdre. Pourquoi en train de perdre? Parce que les Palestiniens, eux, ils disent foutez le camp, c'est notre terre. Et comment les Israéliens chilonim, jusqu'ici, comment eux ils réagissent quand on parle de Yehuda Veshom, peut-être c'est à vous, peut-être c'est à nous, on va pouvoir s'entendre. Alors voilà, ça Bari Veshem à Bari Adif. Quand il y a quelqu'un qui dit avec sûreté, ça c'est ma terre, et l'autre il dit bon, en fin de compte, on peut discuter, peut-être c'est la tienne, peut-être c'est la mienne. Alors c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Ils voient ça comme une faiblesse. Absolument. C'est pas seulement eux qui voient ça. La Gemara voit ça comme une faiblesse. Si tu es dans une dispute avec quelqu'un d'autre, tu dois être, si tu n'es pas sûr, mais dans le cas de l'effondrement avec la mère et le fils. Il y a un autre principe. Vas-y. À la Veraya, absolument. Mais tu veux appliquer ce principe où? À celui qui dit c'est à moi. Qui a volé, c'est mon argent. Et aussi vis-à-vis de la terre d'Israël, que c'est les Non. Peut-être que dans le cas du gars qui dit c'est à moi. Ah oui, prouve-le. Apparemment, le concept de Bari Veshem à Bari Adif, il l'emporte sur Hamotzi Mechaveru à la Veraya. Parce que si ce que tu dis c'est vrai, et c'est vrai que ce principe, alors il n'aurait pas dû, selon Rabbi Akiva, payer à chacun. Il pourrait dire, écoute, vous savez quoi? C'est l'Ifnei Mishurata. Oui, mais là, lui-même, c'est différent, c'est un cas à part, parce que lui-même, il avoue qu'il a volé. Bon, il avoue qu'il a volé. Quand on dit Hamotzi Mechaveru à la Veraya, le type, il dit l'argent, il est à moi. Et toi, tu prétends que c'est à toi. Lui, il ne dit pas que l'argent est à moi. C'est ça la différence, il me semble. De toute façon, on va continuer. Memai ou Memai de Rabbi Akiva hi. Qui vous dit que c'est Rabbi Akiva qui parle dans le cas de... Où est-ce qu'on est? On dit si c'est comme ça, regarde la Mishnah. Notre Mishnah. Il dit à 2 personnes au début de notre Mishnah, j'ai volé de un de vous 2 et je ne sais pas duquel. Alors lui, il ne sait pas lequel. Et dans la Mishnah, les 2
aussi ils ne savent pas. Alors ça, c'est un cas de Shema, Veshema. Et nous, on a dit dans un cas de Shema, Veshema, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? On ne fait pas sortir l'argent de la poche de celui qui l'a. Dans un cas de Shema, Veshema, comme par exemple les fondements de l'immeuble sur la mère et le fils, on ne veut pas payer. Ça reste chez lui, juste qu'il ne va pas y avoir une vérification. Juste qu'on ne va pas pouvoir affirmer d'une façon claire que Rabbi Akiva dit non, ça reste dans la poche. Quand c'est Shema, Veshema. Attends, ça veut dire quoi? Dans le cas de la mère et du fils? Dans le cas de la mère et le fils, les deux héritiers, ils disent, bon, la mère est morte d'abord, et donc c'est le fils qui a hérité avant, qui a hérité les biens de la mère. Oui. Et les héritiers du fils, ils disent, non, c'est la mère qui est morte d'abord, et c'est le fils qui a hérité après le fils, il est mort. Alors, mais chacun, en fin de compte, il ne sait pas, c'est un Shema Veshema, ils ne savent pas exactement sous l'effondrement qui est mort d'abord. Alors, dans ce cas de Shema Veshema, quand les deux, comme on dit Ta'anot en français, Ta'anot, les deux arguments, quand les deux arguments sont basés sur un Safek, Rabbi Akiva dit l'argent il reste où il est. Il reste où il est, il reste dans la poche, il reste où il est. Il n'y a pas une obligation. La mère est dans la poche du fils qui est mort aussi? Dans les deux cas. Le fils, il a aussi de l'argent. Non, mais je parle maintenant de la maison. Il n'y a pas d'héritage. Ils ont un terrain, ils ont des biens, la mère et le fils. Et le fils. Alors, à qui ils vont? Tout est bloqué. Alors, comme j'ai essayé d'expliquer avant, les biens du fils restent chez le fils. Et les héritiers de la mère ne vont pas pouvoir toucher. Les biens de la mère restent chez la mère. Et les héritants... Il n'y a pas d'héritage. Ok, alors, mais on demande une question. Si c'est vrai, Rabbi Akiva, que quand il y a Shema Veshema, tu dis, il y a pas de on n'a pas la force de lui faire payer, l'argent reste, status quo, il reste où il est. Pourquoi dans la Mishnah, au début de notre Mishnah, il y a un type qui dit, j'ai volé un de vous deux, je ne sais pas lequel. Et les deux, chacun des deux, ils disent, nous on ne sait pas, on ne se rappelle pas, on n'était pas conscients. Pardon? Oui, il reconnaît. David, tu fais Khazara un petit peu. Pas vraiment. Ça vaut le coup. Seul, je ne sais pas et je n'arrive pas à trouver une ramonta. Ok. Mais ça aussi dans la Mishnah, c'est Shema Veshema. Et dans la Mishnah, c'est écrit que le type, on lui fait payer. On lui fait payer aux deux. Ah, ça contredit apparemment Rabbi Akiva. Tout le monde a compris ce problème. Ou c'est flou. Non, est-ce que la question, est-ce que tout le monde a compris ou c'est un peu flou? Non, c'est pas comparable. C'est un peu flou, non, dis-le. C'est un peu flou ou pas? Non. Pourquoi c'est pas comparable? Comment tu t'appelles encore une fois? Chaim. C'est clair ou pas? Comment? Très bien. Encore une fois, je vous en supplie. Si quelque chose n'est pas clair, dites-le. Comme ça, parce qu'on ne vient pas ici pour Stam. Je répète, Rabbi Akiva, vous entendez, on voit la prise de position de Rabbi Akiva. Dans le cas d'une personne qui vole de 5 personnes, il dit, je ne sais pas de qui j'ai volé. Rabbi Akiva dit là-bas, on lui oblige au voleur de payer à chacun des 5. Dans le cas de l'effondrement, un immeuble qui s'effondrait sur une mère et un fils, Rabbi Akiva dit là, on ne va pas obliger, on ne va pas faire sortir de l'argent du status quo, on laisse l'argent où il était, il n'a pas besoin de faire sortir de sa poche, de la poche de la mère ou de la poche du fils. Alors pourquoi la différence? On a répondu, c'est quoi la différence? Dans le cas de l'effondrement, les héritiers de la mère, aussi bien que les héritiers du fils, ils ont un argument qui est basé sur un safek, schéma. Ils ne savent pas à quel moment le fils est mort ou à quel moment le mère est mort. Ils prétendent, mais ils ne savent pas. Donc comme ces deux arguments qui sont basés sur schéma, l'argent est status quo, il reste où il était. Tandis que dans le cas du voleur, celui qui a volé de 5 personnes, le voleur dit, je ne sais pas lequel parmi les 5 j'ai volé. Mais chacun des 5, lui, il dit avec certitude, c'est de moi que tu as volé. Ça, c'est un cas de schéma. Des deux côtés. Pardon? C'est ça. Non, alors ça, c'est un cas de bari schéma. Les 5, chacun des 5, il dit, avec certitude, c'est de moi que tu as volé. Une certitude, ça prend l'emporte, ça prend le dessus. Ça prend le dessus sur un argument de doute. Le voleur, il dit, je ne sais pas de qui j'ai volé. Et l'autre, il dit, tu as volé de moi. Alors là, dans ce cas, Rabbi Akiva dit, tu prends l'argent de ta poche et tu dois donner à chacun des 5. Parce que eux,
ils ont porté contre toi, ils t'ont vaincu parce qu'eux, ils disent Bari et toi, tu dis Shema. Maintenant, la Gemara dit, c'est bien beau ce que tu dis, mais regardons la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est écrit, une personne a volé de 2 personnes. Il dit, je ne sais pas de qui j'ai volé. Et eux aussi, ils disent, on ne sait pas non plus. Donc ça, c'est un cas de Shema, Beshema. Dans les 2 cas, ils disent, je ne sais pas. Alors, selon ce qu'on vient de voir, Rabbi Akiva devrait dire, la Mishnah devrait dire, l'argent reste dans la poche du voleur. Oui. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est écrit, il paye, on l'oblige à payer à chacun des 2. Alors ça, c'est la question que demande la Mishnah. Enfin, moi je trouve, j'en ai parlé hier, c'est pas juste que le voleur, il paye les 5 personnes, parce qu'il y en a 4 monteurs. Oui, tu as raison, René. Alors c'est pour ça que j'ai dit hier, on va faire un bulletin secret. On va dire, il suffit un bulletin secret, il suffit que d'une seule voix, à ce moment-là, on peut donner, s'il y a une seule voix qui dit, je suis prêt à donner l'argent à la charité. L'argent à la tzedaka. Alors à ce moment-là, je suis sûr que l'argent qui appartenait à cette personne, le vrai propriétaire. Parce que si c'est un malhonnête, il ne va pas vouloir donner l'argent à la tzedaka. Non, mais oui, il a raison. Oui. C'est comme le jugement de Salomon. C'est bien ce que tu dis. Oui, mais alors je termine. Alors là, je pense, il va dire, bon, quand je vais donner à 4 voleurs, il vaut mieux que je donne à la tzedaka, comme ça ils n'auront rien du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais la Gemara ne parle pas de ce cas. Oui, mais moi je pense qu'il y a une logique. Il y a une logique. Et René, après 120 ans, mais seulement après 120 ans, quand tu montes en haut et tu vas aller à la yeshiva chez le malin, alors tu vas leur dire, tu vas rouspéter un petit peu, tu vas t'aider à la page Lamed Zayin Amoud Aleph, l'histoire des 5. Tu vas me dire, qu'est-ce qui t'a appris ça? Non, surtout pas ça, je ne suis pas d'accord. Je peux poser une question, mais j'espère que ce n'est pas une question. Il y a une logique, ce que je dis. Je n'ai pas très bien compris le lien en parallèle de la mère et du fils qui meurent en premier. Alors, je donne juste un raisonnement pour voir juste si je suis à côté de la plaque ou pas. Est-ce que le lien est de savoir que, puisque la question qu'on pose, c'est l'héritage pour les enfants du fils? Ou les enfants de la mère, ou pas des enfants de la mère, ou ça peut être des enfants ou d'autres relations de la mère. La question, c'est que si jamais la mère était nifteret avant le fils, alors à ce moment-là, ça aurait voulu dire que déjà l'héritage de la mère serait allé au fils et donc au petit-fils. Oui. C'est ça le lien. Oui. Et si c'est l'inverse, aussi c'est l'inverse. Si le fils, il est décédé d'abord, Avant la mère. alors apparemment, c'est les héritages de la mère. Non, les héritages du fils. Non, si le fils est décédé d'abord, Il n'y a pas de problème. il n'y a pas d'autres, il n'a pas des enfants, le fils. Il faut créer des scénarios pour comprendre. Alors, c'est la mère hérite du fils. La mère, ok, d'accord. Et donc les héritiers de la mère disent, ça c'est le cas, il est mort d'abord, donc en fin de compte, les biens du fils nous reviennent. Chacun il dit la... Compris. Mais alors, la raison pour laquelle on le met en parallèle avec le cas du voleur et des 5 personnes, c'est parce qu'on n'arrive pas à distinguer précisément qui c'est. C'est-à-dire qu'il y a un affect sur le... L'autre sujet, je te dis, notre sujet de base, c'est il y a un doute. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation où il y a un doute à qui on doit payer l'argent, à qui on donne l'argent? Il y a 2 options, il n'y a pas plus que 2 options. Ou mamona becheskat mare, où on laisse l'argent dans la poche de celui dans lequel il s'appartenait auparavant. Status quo, on laisse l'argent où c'était. Tant qu'il n'y a pas de preuve, on laisse l'argent. Ça, c'est une option. Deuxième option, Motsim, où est-ce que c'est écrit? On fait sortir l'argent. On brise le status quo, on fait sortir l'argent, il partage entre les deux, on fait sortir l'argent, on le fait payer. Par exemple, le type du type qui a volé de 5 personnes, on l'oblige à payer à chacun des 5. Sors l'argent de ta poche et paye à chacun des 5. Ça, c'est une option. L'autre option, on laisse l'argent dans la poche du voleur tant qu'il n'y a pas une preuve. On parler avec le cas de la mère et du fils qui sont morts en même temps. Parce que là aussi, on a un doute. À qui appartient cet argent?
L'héritage, à qui ça appartient? Lui, il dit ça appartient aux héritages du fils, et l'autre, il dit ça appartient aux héritiers, merci. L'autre, il dit ça appartient aux héritiers de la mère. Qu'est-ce qu'on fait un doute? Alors, Rabbi Akiva, dans ce cas, l'argent, il reste sur place, il reste où c'était. Moi, j'ai une question, je suis pas d'accord. Quand il y a un doute, la personne elle est morte, on ne sait pas qu'est-ce qui est mort avant, et ça c'est tout à fait comprendre. Le schéma, il a tout sa schéma avec schéma. Mais quand la personne, elle nie, elle ment, elle est vivante. Mais je t'ai expliqué avant. Il n'y a pas de pari, on ne peut pas. Mais je t'ai expliqué avant. C'est comme si c'était un schéma. Oui, mais je t'ai expliqué avant que le scénario dans lequel une personne a volé de 5, donc tu as raison, 4 parmi les 5 c'est des voleurs. On ne sait pas lesquels. On sait pas. Un parmi les 5, il dit la vérité. Donc, il y a un par un, il se présente devant le voleur. Oui. Et lui, il dit, tu m'as volé. C'est de moi que tu as volé. C'est possible que ce type, il dit la vérité. Et à chaque fois, à 5 reprises, on peut dire la même chose. C'est possible que c'est lui qui dit la vérité. En attendant, lui, il dit, c'est un argument de Bari. Il dit, avec certitude que tu m'as volé de moi. L'autre, il dit, je ne sais pas. Rabbi Akiva, dans ce cas, Bari Veshema. Bari, Adif, c'est Bari qui l'emporte et tu le payes. Mais en attendant, la Gemara dit, il y a un problème avec la Mishnah. La Mishnah, on a un cas de Shema Veshema. J'ai volé de 2 personnes, je ne sais pas duquel. Les 2 personnes, il dit, je ne sais pas non plus si tu as volé de moi ou pas. Il n'a pas volé de 2 personnes, il a volé d'une personne. Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Oui, parce que je me suis mal exprimé. Mais il a volé de une des 2 personnes. Mais je ne sais pas duquel. Et les 2, ils ne savent pas non plus. C'est un Shema Veshema. Et Rabbi Akiva, il dit, ici, tu payes. Alors maintenant, la Gemara dit, comment tu sais que la Mishnah, c'est Rabbi Akiva d'abord? C'est pas écrit Rabbi Akiva. Comment tu sais que c'est lui? On va retrouver ça dans les mots de la Gemara. Regardez la Gemara. Je relis une ligne. Et pourtant, notre Mishnah de Hach d'ici, Amar leshnaim gazalti lechan mikem mané de Shema v'Shemahu. C'est un cas de peut-être. Chacun, il dit, je ne sais pas. Et néanmoins, c'est enseigné, v'katan et notem les émaner, les émaner. D'abord, la Gemara dit, mais maï de Rabbi Akiva. Comment tu sais que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva? Et la réponse est, de Ketane Allah Dahi, parce que vis-à-vis de notre Mishnah, c'est enseigné, Modé Rabbi Tarfon, Be'omer leshnaim gazalti lechan mikem mané, ve'eni yodea eze mikem bechule. C'est écrit que Rabbi Tarfon, il admet à celui avec lequel il s'est disputé que dans ce cas, il paye aux 2. Alors la Gemara dit, les man modé, à qui il admet, à qui il fait cette admission? Les Rabbi Akiva bar Plouté. Parce que Rabbi Tarfon, avant, dans le cas des 5 et de 1, il y avait une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Alors, quand Rabbi Tarfon, il dit j'accepte Rabbi Akiva que dans ce cas, c'est comme ça. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, c'est son point de vue. C'est son point de vue, parce que Rabbi Tarfon, il dit j'admets qu'ici, c'est comme tu dis. C'était le maître, Rabbi Tarfon, c'était le maître de Rabbi Akiva. Je ne sais pas, pour tout te dire. Alors la Gemara dit, Umimai de Shema v'Shemahu. Comment tu sais que là-bas, dans la Mishnah, c'est un cas de Shema v'Shema? Chada de lokatane tovinoto. D'abord, parce que dans la Mishnah, c'est pas écrit qu'un des 2 prend le volant en cours de justice. C'est pas écrit. Il n'y a personne parmi les 2 qui le prend en cours de justice. Ve'od, à part ça, v'hatane Rabbi Chia ze omereni yoder. Parce que c'est écrit, blanc sur noir sur blanc, c'est écrit explicitement que chacun il dit je ne sais pas si tu as volé de moi ou pas. Alors la Gemara dit, tiens, je t'explique maintenant, je vais te résoudre le problème. Ha okim la beva latset yedei shamaim. Dans la Mishnah, on parle le voleur, c'est un type qui veut faire tchouva. C'est différent un type qui veut faire tchouva. S'il y a la justice, selon le din, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors dans selon le din, il n'a pas besoin d'être payé aux 2. Il peut garder l'argent dans sa poche, juste qu'il va y avoir une clarification, une preuve. Mais ce n'est pas un cas de justice ici, de din, c'est un cas de tchouva. Le type, il veut se rendre quitte, il veut rectifier ce qu'il a fait avant. Alors la seule façon qu'il peut rectifier ce qu'il a fait avant, tu payes aux 2. Comme ça, si tu payes aux 2, tu es sûr et certain que tu as redonné l'argent à celui duquel tu as volé. En attendant aussi, tu as donné un cadeau à quelqu'un d'autre. Alors c'est un autre cas, ce n'est pas un cas de din, c'est un cas de un type qui veut faire tchouva.
לצאת ידי שמיים. אמר לרבינה לרב אשי, ומי אמר רבא כל בשתי כריכות הבה לי למידק. Il y avait aussi au début de la Mishnah un cas où ce monsieur il dit que le père d'un de vous deux m'a déposé quelque chose, de l'argent, je ne sais pas le père de qui. Et on dit, il doit payer aux deux. Alors, Rav a expliqué, tu sais pourquoi il doit payer aux deux? Parce qu'il était négligent. Parce que c'est comme si chacun lui a confié un objet dans deux paquets différents. Si c'est dans deux paquets différents, tu es censé de savoir qui te donne quel paquet. On avait dit que dans le cas où les deux ils donnent ensemble, ils déposent, ils font un dépôt ensemble, c'est comme si chacun a mis de l'argent dans le même paquet. Là, on ne veut pas demander au chômeur de savoir exactement qu'est-ce qui est dans l'argent. Mais ici, il y a seulement une personne, le père d'un de ces deux, qui lui a déposé de l'argent. Il est censé de savoir à qui lui a déposé l'argent. Donc, il est fautif. Donc, il paye à chacun des deux. Mais on dit, mais qui te dit que Rav dit que Kol Beshtei Krichot, chaque fois qu'il y a deux dépôts séparés, le chômeur, il est responsable. Havelei le Meida, qu'il aurait dû prêter attention. Vehama Rava, veitem Rav Papa, Hakol Modim Beshnaim, Shehifkidu etzel Roe. S'il y a deux personnes qui ont déposé dans le troupeau d'un berger un mouton, Shemenir Roe Beinehem Mistalek. Il y a une personne a déposé deux moutons et l'autre a déposé un mouton. Après les deux, ils viennent, ils disent, moi j'ai déposé deux moutons. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est d'accord, même Rav. Shemenir Roe Beinehem Mistalek. Le mouton qui contestait, le mouton en plus, Rav dit, tu le mets de côté. On avait dit avant, il s'en va. Ça ne veut pas dire qu'il s'en va, il laisse les autres se bagarrer. Il garde le mouton jusqu'il va avoir une preuve. Alors, pourquoi Rav a dit que quand il y a deux dépôts, deux personnes qui ont déposé, alors il y a deux krichot, c'est comme ça. Alors, tu aurais dû prêter attention qui t'a déposé quoi. Toi, tu es fautif. Pourquoi ici, Rav ne traite pas le berger en tant que fautif? Pourquoi ici le Rav dit que le berger, il n'est pas obligé de payer le mouton à chacun des deux? Amar le hatam, shehifkidu be'edro shel ro'eh shel lo mida'ato. Ici, on parle simplement d'un cas où les deux personnes qui ont mis le mouton dans le troupeau, ils l'ont fait pas devant lui, ils l'ont pas fait dans sa présence. Il y avait le troupeau, ils ont mis le mouton, deux moutons dans le troupeau. Après, ils sont venus au berger, que tu saches que j'ai introduit un mouton. Alors là, c'est différent, il n'est pas censé de savoir, parce qu'il n'était pas sur place, il n'a pas vu, donc il n'est pas responsable. Ok, on continue. J'ai pas compris. Oi vei. J'ai pas compris cette histoire des moutons là. On lui a dit, je vais t'amener deux moutons, et un autre il a dit, je t'ai amené un mouton. Oui. Et il est arrivé quelque chose au mouton? Non. Il veut les rendre. Il faut une semaine plus tard, les deux ils arrivent, ils tapent à la porte. Redonne-moi les deux moutons que j'ai déposés. Pas de signe, ils n'ont pas mis un Pas de collier, signe, ils ont pas de Les gens laissent, Pas de signe. Vous entendez? Non, il faut. Alors, Regardez la Mishnah, tournez la page, faites une marche arrière, regardez la fin de la Mishnah. On avait vu une marloquette dans le cas où deux personnes déposent. Regardez Shnaim Sheif Gidu. C'est la quatrième ligne après le début de la Mishnah. Quatrième ligne dans la Mishnah après le début. Shnaim Sheif Gidu et Selechad, Zemane Vezemataim. זה אומר שלי 200 וזה אומר שלי 200. נותן לזה מנה ולזה מנה והשאר ימונח עד שיבוא אליהו. Deux personnes qui déposent, un il dépose 200, l'autre il dépose 100. Après tous les deux ils viennent le lendemain, ils disent bon retourne-moi les 200 que j'ai déposés. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? On dit on donne chacun 100 et le 100 qui contestait, on le met jusqu'on attend jusqu'Eliaou Navi va venir et trancher. Alors, Amar Rabbi Yossi, il dit, c'est pas bien ça. Imken, maïf sider ramai.
Le malhonnête, celui qui a menti, il n'a rien à perdre. Lui, il a déposé un sang. Il va retoucher son sang et il va pas perdre le fait qu'il a essayé d'être malhonnête. Il va pas perdre. Donc, selon Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 300. On met les 300 de côté et voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que le vrai propriétaire, il sort perdant. Mais aussi le voleur, il sort perdant. Ça veut dire que si le voleur sait qu'il va perdre, il sait aussi qu'il va automatiquement perdre. Donc c'est censé l'hartia auto. Comment on dit l'hartia? C'est censé de le... Hein? Le refroidir. Non, dissuader. Dissuader, c'est comme... Ça ne vaut pas la peine de mentir, parce que si tu mens, ce que toi, ton décoin, toi, tu l'as perdu d'avance. Ça, c'est un cas de figure. Maintenant, il y a un deuxième cas de figure dans la Mishnah qui est exactement la même. Mais maintenant, au lieu de parler d'argent, on parle de kelim, d'ustensiles. Ah non. Vechen shnei kelim, 2 ustensiles. Echad yafé mané, vechad yafé elef zuz. Ze omer yafé sheli, ve omer yafé sheli. Lendemain, chacun dit, il y a un qui dépose un cli qui vaut 100 balles et l'autre a un cli qui vaut 1000 balles. Et le lendemain, chacun dit, le cli de 1000 balles, c'est à moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, première opinion, encore une fois, noten et a katan le echad mehen, ou mitoch hagadol noten dmei katan le sheni. Un, il dit, tu donnes le petit cli qui était moins cher à un, tu donnes le montant du petit cli dans le grand à l'autre. Apparemment, tu vends et le reste de l'argent, tu le mets de côté. Vachar yemunach hachiyavo eliyahu, amar Rabbi Yossi, im ken ma ipsi de ramay. Maintenant, si on retourne où on était avant. Rabbi, pour le vase, est-ce qu'on ne peut pas faire du jugement à la Salomon, on casse le vase, et celui à qui il appartient réellement, il va dire non, je préfère lui donner. Et on saura que c'est le vrai propriétaire. Si on casse le vase, les deux ils vont sortir perdants. Mais le voleur, il ne va pas récupérer, il ne va pas toucher à ce qu'on Il va dire non, il est à moi, je préfère lui donner plutôt qu'on le casse. Je ne sais pas, c'est pas sûr qu'il va réagir comme ça. Mais la Gemara dit pourquoi répéter le deuxième cas de figure? Apparemment, c'est simplement une répétition. Le principe, il reste le même. La marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim, c'est le même. La Gemara dit Utsricha. On en a besoin. S'il y avait seulement le premier cas de figure, Bahi, que Amri Rabbanan, Mishum de Leika Pseida. C'est dans ce cas que les Rabbanan, s'il y avait seulement le premier cas qui parle d'argent, là, Rabbanan dirait, tu donnes 100 à un, 100 à l'autre, et l'autre 100, tu le mets de côté. Pourquoi? Parce que ça ne comprend pas de perte. Il n'y a pas de perte. Quand tu parles d'un cli, il y a une perte. Ou tu casses le cli, ou tu vends le cli. Tu vends le cli, c'est une perte. Quoi que ce soit la personne qui va récupérer 100, le cli, c'est peut-être seulement dans le cas de l'argent. Aval Behar, dans un cas de cli où il y a une perte, des Ikapseida, des Gadol, on pourrait dire que moduler les Rabbi Yossi, que Chachamim serait d'accord avec Rabbi Yossi, que dans ce cas, tu mets tout de côté. Parce que si tu fais cette idée de donner chacun le minimum et la somme contestée, ça marche seulement quand on parle d'argent. Mais quand on parle de kelim, pour arriver à faire ça, il faut vendre le cli à une perte. Peut-être là, Chachamim, quand on parle de cli, ils seraient d'accord avec Rabbi Yossi. Et si on avait seulement le cas dans la Mishnah des kelim, Rabbi Yossi, là, Rabbi Yossi dit qu'on met les 3 de côté. Aval Behach, mais s'il y avait de l'argent, du liquide, on aurait pu dire que Rabbi Yossi serait d'accord avec Rabbanan. On aurait pu dire encore une fois que ça dépend du cas et ils disent seulement dans ce cas et pas dans l'autre. Donc on a besoin d'enseigner les deux cas. Sricha. Et la Gemara objecte, mais attends. Va ta'ama de Rabbi Yossi. Mais Rabbi Yossi, son raisonnement, il le dit dans la Mishnah. Meshum hefsed haramay. La raison pour laquelle Rabbi Yossi dit que tu mets tout de côté, c'est pour créer une harta'a, pour créer une dissuasion à grande envergure qui va cibler le malhonnête. C'est pour ça qu'il dit ce qu'il dit. Alors, ça, c'est la raison. Ça n'a rien à voir avec la perte du cli, ça n'a rien à voir avec une différence. Ça, il le dit. Alors pourquoi dire ce qu'on a dit auparavant? Et la Gemara dit
et la tarva, les deux cas de figure qu'on a apportés dans la Mishnah, ça va selon Rabbanan. Velo zu af zu ketane. Ça veut dire que quelquefois, même dans la Torah, on a des cas où on dit quelque chose, on dit pas seulement dans ce cas, ce principe s'applique, mais même dans un cas où c'est moins évident, le même principe s'applique. Ça veut dire que quand Rabbanan ils disent, tu départages, tu donnes à chacun la somme que chacun sait qui a été déposée, et la somme comptée si tu mets ça de côté, pas seulement ils le disent, l'oracle dans le cas de l'argent, mais même dans un cas de cli, où il va entraîner la perte du cli, ils vont dire la même chose. Ça veut dire lo zu af zu ketane. Ok. Maintenant, on est arrivé à une nouvelle Mishnah, encore un quart d'heure presque. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Une question. Comment ça se fait? À tous les coups, le chômeur, il est Khafif Pécha, il est irresponsable. Il n'a aucune responsabilité. On lui confie des argent, on lui fait. Et puis après, rien, il n'est pas responsable. Vous trouvez que c'est normal? Alors, c'est une bonne question, ce que tu dis. C'est une bonne question. Ça a été traité auparavant par la Gemara. La Gemara dit que... René demande une bonne question. Il dit, pourquoi ici on ne dit pas que le chômeur, pourquoi il ne prend pas responsabilité? Il était censé de savoir qui est la personne qui lui a confié 1000 et qui est la personne qui lui a confié 100. Il était censé de savoir. Pourquoi lui, il n'est pas responsable? Et la réponse est que la Gemara a dit que la fin de cette Mishnah se déroule dans un scénario où les deux ont déposé en même temps. Les deux ont déposé en même temps. Tiens, prends ça, et voilà. Alors, comme les deux, ils ont présenté ça en même temps, alors ça confond. Comme ça confond, il peut réagir, il dit, vous avez pris le risque que je vais oublier, je vais confondre. Comment? Parce que tous les deux en même temps, vous m'avez déposé. Or, moi, je ne suis pas responsable. C'est vous qui êtes responsable parce que vous m'avez confié votre truc en même temps. Maintenant, nouvelle Mishnah. Vous y êtes? Nouvelle Mishnah. Hamafkid perot, très intéressant. Hamafkid perot etzel chavero. Quelqu'un qui dépose des fruits envers quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Après un peu de temps, à cause de l'humidité, la chaleur, les fruits commencent, il y a un processus qui commence à pourrir. Ou peut-être il y a des rats ou des souris, et on voit que tout doucement, ils commencent à s'abîmer. Alors, Hamafkid perot etzel chavero, afilu hen avudin lo yiga bahen. Même selon le Tanakama, il dit même si les fruits sont en train de se perdre, parce que si ça continue comme ça, c'est capote. Ils sont en train de... Ne les touche pas. Le chômeur, il ne les touche pas, il les laisse. Deuxième opinion dans la Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mochan bifnei Beidin. Il dit non, dans ce cas, le chômeur doit prendre les fruits qui ne sont pas encore abîmés, les vendre dans la présence du Beidin. Parce que c'est comme s'il est en train de restituer un objet perdu. C'est quoi un objet perdu? Ces fruits, ils sont en train de se perdre. Donc en lui, tu fais un Hashavat Aveda. Tu vois un truc qui est en train de se perdre ou qui est perdu. Vite, intervient, vend-les au Beidin et avec l'argent, tu le mets de côté jusque le propriétaire des fruits il retourne. Il va récupérer, je ne sais pas, 80% de la valeur de ses fruits, 20% c'est déjà parti, et voilà. Et la question, ok, c'est logique, Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi la première opinion, il dit, laisse, ne touche pas? Pourquoi? Il n'est pas responsable complètement. Mais c'est pourquoi non, mais Rabban Shimon ben Gamliel il a dit que c'est comparable à Hashavat Aveda. Hashavat Aveda, tu n'es pas responsable, mais tu vois, la Torah te dit, tu vois un objet qui appartient à quelqu'un d'autre qui est perdu. Tu dois intervenir et tu dois restituer. Alors pourquoi la même chose, pourquoi le même principe ne s'appliquerait pas ici au chômeur des fruits? Ce qui n'est pas précisé, c'est le chômeur est pénal ou pas? Tu as raison, ce n'est pas précisé. C'est pas précisé. Apparemment, il n'y a pas de différence. Ah si. Ici, non. Si, parce que s'il est... Attends, Richard, mais est-ce que dans la Mishnah, c'est précisé quel genre de chômeur? Est-ce que c'est dans la Mishnah, est-ce que c'est précisé quel genre de chômeur?
Non. Pour répondre à votre remarque. Vous venez faire une remarque, je réponds à votre remarque. Vas-y. Je dis, ça n'a pas d'importance. Si, c'est une importance, parce que si le chômeur est chinam, il est propriétaire. Il peut faire ce qu'il veut. Attendez. Eh oui. Non, là. Il est propriétaire de l'objet. Il peut faire ce qu'il veut. Attendez. Il a une certaine propriété. Attends, Il n'attend pas la propriété Richard, du quand tu entends, quand quelqu'un est sous le stress, il doit faire des nishimot, il doit faire des respirations de yoga. Quand quelqu'un est stressé, il doit faire des respirations de yoga pour le détendre. Après ce que tu viens de me dire, laisse-moi juste faire des respirations pour me déstresser. Maintenant, je vais répondre à ce que tu viens de dire. J'ai dit, c'est à côté de la plaque ce que tu viens de dire. Le chômeur Hinam, il n'est pas propriétaire de l'objet. Où est-ce que tu as sorti l'idée qu'il est propriétaire de l'objet? Le chômeur Hinam, il rend un service à quelqu'un qui dit, je te rends un service, je te garde ton objet. Où est-ce que on voit qu'il est considéré comme un propriétaire? Il est responsable. Il a une certaine responsabilité, qu'on appelle responsabilité au propriétaire. Non. Ça, c'est la Gemara. La Mishnah dit, Maïta'ama. Pourquoi la première opinion, il dit tu touches pas? C'est pas logique. Pourquoi tu touches pas aux fruits? Amar Rav Kahana, il y a deux explications. Amar Rav Kahana, Adam rotse bekav shelo metisha kabim shel chavero. Tu entends, Chaim? Tu suis ou pas? Tu fais partie des nôtres. Pourquoi il dit tu touches pas les fruits? Parce que la personne préfère même 10% qui lui appartient que 90% qui appartient à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que ces fruits, c'est ses fruits à lui, vis-à-vis duquel il a peiné, il s'est investi pour faire ses fruits. C'est ses fruits. Il y a un rapport, comment on dit, un lien affectif. Hein? Affectif. Voilà. Et tu me dis, qu'est-ce que tu me dis? Les fruits sont en train de s'abîmer, vends les fruits et donne-lui la valeur des fruits qui restent. Ben oui. Mais lui, il préfère, disons que les fruits continuent à pourrir. Ils vont pas tous. Pourquoi c'est malhonnête? Pourquoi c'est malhonnête? Regarde des bananes, si on les met dehors, très vite elles vont s'abîmer. Si moi je te dépose, que ce soit des bananes ou des pêches ou des pommes, et ils sont en train tout doucement de s'abîmer, et tu es là, tu regardes les fruits que j'ai déposés chez toi, et tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe avec les fruits de Yohanan? Ils sont en train de s'abîmer, qu'est-ce que je fais? Moi, je te dis déjà, je te dis à l'avance, comme ça tu vas savoir si c'est... Je veux que tu vas vendre les fruits et me redonner la valeur des fruits qui restent. Comme ça, je n'ai pas tout à fait perdu dans l'affaire. À ce moment-là, le chômeur, il va donc vendre la marchandise qui reste là-bas. Oui. Et alors, ça va lui prendre du temps et tout ça. Qui va le payer à ce chômeur pour faire tout ça? C'est une bonne question. Quand il y a dans la Torah une mitzvah de Hashavat Aveida, que si tu trouves un objet perdu, tu es obligé de le restituer. Ça aussi, ça va prendre du temps. De ramasser l'objet, attends une seconde, de ramasser l'objet, de faire une déclaration que j'ai trouvé tel et tel objet. Ça aussi, lui prend du temps. Et la Torah t'oblige. Parce que tu dois sentir un sentiment de harevut. Comment on dit harevut, Yehuda? D'un sentiment de irpatiut. Empathie. Tu dois ressentir de l'empathie vis-à-vis du prochain. Et tiens, il y a ces biens qui sont en train de s'abîmer. À cause de l'empathie, tu dois intervenir. La même chose ici, même si ça te coûte un peu de temps. Ok? Oui, mais si c'est la quantité, il va lui amener 3-4 tonnes de fruits et après ça va s'abîmer. Alors ce monsieur-là, le chômeur, il va passer toute la journée, même 2-3 jours en train de vendre la marchandise. Je trouve que c'est pas juste. Si c'est une corbeille ou deux, à l'arrêt. René, il ne va pas transporter les 3-4 tonnes, il va aller à un marchand de fruits. Il dit, tu sais, j'ai dans mon hangar, dans mon truc, dans mon marsan, il y a 3-4 tonnes, si tu veux, va les voir et je te les vends. Il va faire ça devant le pays. Maintenant, la Gemara demande encore une fois, quelle est la logique de la première opinion qui dit au chemin ne touche pas? Ne les touche pas et laisse-les un petit peu continuer à s'abîmer. Parce que le propriétaire du fruit, il préfère récupérer moins de fruits, mais que c'est ses fruits à lui. Il préfère récupérer moins de fruits, mais ça reste ses fruits que
de récupérer de l'argent. L'argent, c'est rien à faire avec lui. L'argent, c'est l'argent. Il a apparemment, encore une fois, quelque chose vis-à-vis duquel on s'est investi. On est attaché, il y a un attachement. Un attachement. Alors, j'ai peiné pour ces fruits. Je me suis investi pour ces fruits. Je préfère même recevoir 60% de Khazara que la valeur qui est neutre de l'argent. Tout ça. Ça, c'est la première explication. Pourquoi tu ne touches pas les fruits? Hein? Il dit ça de pas les vendre. Non, il ne dit rien. Il n'a rien dit. Il a déposé les fruits. Il faut qu'il dise au chômeur. Quoi? Qu'est-ce qu'il doit lui dire? De ne pas les vendre. Non, il ne lui a rien dit. Il ne savait pas que les fruits allaient pourrir. Comment le chômeur il va savoir s'il faut les vendre ou pas? Parce que la Gemara propose qu'il y a Anachat Yesod. Anachat Yesod, ça veut dire il y a une assumption, comment on dit en français? C'est sous-entendu, il y a ces sous-entendus que le propriétaire il va être intéressé de récupérer ses fruits, même si c'est moins, plutôt de récupérer de l'argent. C'est un sous-entendu selon la première opinion. Première explication. La deuxième explication, là on finit. Verav Nachman bar Yitzchak amar, Chayshinen shema asa'ana mafkid truma u maaser al makom acher. Rav Nachman dit il y a un autre problème plus grave. C'est quoi l'autre problème? C'est que c'est possible que le propriétaire des fruits, il va transformer ces fruits en trouma pour d'autres fruits qu'il a quelque part d'autre. Ça veut dire, le propriétaire de fruits, disons un fermier, il a un tas de fruits. Alors, ces fruits, on sait qu'il ne veut pas les manger tant qu'il ne va pas d'abord prélever trumot ou maasrot. Alors il dit, tu sais quoi? Récemment, j'ai pris de tout ça. J'ai déposé chez tel et tel des fruits. Les fruits que j'ai mis chez tel et tel, ça c'est trouma ou maaser sur les fruits que j'ai ici. Alors si tu vends les fruits qui sont là-bas, lui il n'est pas conscient du fait que tu les as vendus. Lui il a peut-être transformé ses fruits en trouma ou maaser pour se permettre de manger les fruits qui sont maintenant devant lui. Et il savait que non. Il n'a pas fait Afrachat Trouma ou Maaser parce que les fruits qu'il avait déposés ont été vendus. Il n'y a pas de fruits, ils ont été vendus. Donc il y a ici deux explications pour la première opinion dans la Mishnah qui dit que les fruits qui ont été déposés, même si le chômeur constate, il voit qu'ils sont là en train de pourrir, les laisser. Voilà. Première opinion est, tu les laisses parce que la mentalité, la nature humaine est telle que le propriétaire il préfère récupérer ses fruits que de l'argent, même si c'est moins. Et deuxième explication, c'est qu'on a peur que ces fruits qui ont été déposés, en fin de compte, ont été transformés en trouma ou maaser. Et si tu les vends, il savait que le type, il ne sait pas. Quand lui, il dit, je les transforme, il ne sait pas qu'ils ne sont plus là, et il mange du tevel. Ça, c'est les deux explications pour la première opinion. C'est clair pour tout le monde? Oui, non, mais la deuxième, les deux même, c'est discordu, mais bon, on a l'habitude de voir. La première, non. Attends, yoga. C'est tiré par les cheveux. Et s'il n'y a pas beaucoup de cheveux, c'est tiré par les périodes. La première, elle est, comment dire, Attends, laisse-moi me renforcer pendant le Shabbat pour pouvoir faire face à ce que tu viens de dire. Parce qu'il y a une question, il y